Bonsoir. Voilà, je vous propose qu'on démarre. Alors, je vous souhaite la bienvenue à chacun et chacune. Donc, nous sommes très heureuses avec Cecilia Mornata, donc ma collègue de formation des adultes, qui est allée voir s'il y avait quelques personnes qui s'étaient peut-être trompées de couloir pour la salle. Donc, elle va arriver. Donc, bienvenue pour la 4e conférence du cycle « Prendre soin dans le monde, perspective du care et formation d'adultes ». Alors, juste un petit rappel sur ce cycle. Donc, nous l'avons débuté à l'automne 2023 dans le but de questionner, je cite le discours, notre intervention d'ouverture en octobre, nos activités d'éducation, de recherche et d'intervention en formation des adultes afin d'être en mesure d'assumer la responsabilité éthique et politique de percevoir l'autre, en particulier celles et ceux qui sont réduits au silence, de reconnaître et entendre leur voix et d'être avec pour, si souhaité de part et d'autre, trouver ensemble un moyen de rendre l'environnement source d'émancipation et de vitalité. Alors, pour penser collectivement ces intentions, nous avons eu le privilège d'accueillir Patricia Paperman de l'Université Paris 8, ensuite Kautar Archi de la HETS à Genève, et en décembre, Gayatri Chakravorty-Spivak de l'Université Columbia aux États-Unis. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Vanina Mozikonacci, qui est agrégée de philosophie et maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'Université Paul Valéry à Montpellier. Alors, Vanina Mozikonacci a cofondé notamment un laboratoire junior, genre, épistémologie et recherche. Ce laboratoire, qui a été actif pendant 4 ans, a donné lieu à une publication qui s'intitule « Épistémologie du genre, croisement des disciplines, intersection des rapports de domination ». Ça donne déjà un petit peu voilà, les objets sur lesquels elle travaille. En 2022, elle a publié un magnifique ouvrage. Puisque je l'ai pris, je vous le montre. Il y en a peut-être qu'ils le connaissent. Donc voilà ce magnifique et imposant ouvrage qui s'intitule « Qu'est-ce qu'une éducation féministe, égalité, émancipation, utopie ». Et outre ses talents de penseuse et d'écrivaine, Vanina Mozikonacci est aussi une dessinatrice, je me permets de le dire parce que je crois que c'est une passion, et elle a participé à la publication d'une bande dessinée qui s'appelle « Héroïne, la représentation féminine dans la bande dessinée ». Voilà, elle aura encore peut-être d'autres choses à dire sur son parcours en lien avec la conférence que nous allons entendre, et j'aimerais encore vraiment la remercier très chaleureusement d'avoir accepté de participer à ce cycle de conférences. Et puis, vous aurez aussi le plaisir, on vous avait annoncé aussi une publication en lien avec ce cycle de conférences qui est à bout touchant et qui va paraître fin mars dans la revue Transformation. Donc, je lui laisse la parole pour ce titre intriguant et peut-être provocateur. Le care est-il utopique? Donc, à toi la parole et merci beaucoup. Merci Marie. Est-ce que j'ai besoin d'utiliser le micro ou est-ce que ça va à peu près? Ouais, ça va. La salle n'est pas très grande. Alors, merci à tous et à toutes de votre présence. Merci à Cecilia et Marie-Yvonne de leur invitation. Ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on travaille très régulièrement ensemble. Je suis très contente de revenir parce que j'étais déjà venue il y a quelques semaines et très contente de faire partie de cette équipe des conférences du RIFT. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire avec vous, c'est aborder une dimension du care que je qualifie d'utopique et voir éventuellement comment cette qualification peut nous aider à penser des questions éducatives. Alors, il faut d'abord que je dissipe un malentendu probable, qui est que demander si le care est utopique, ça doit s'entendre d'une façon, on va dire, finalement assez neutre. C'est-à-dire que se demander si le care est utopique, dans l'exposé que je vais proposer, c'est pas se demander si, par exemple,
le Caire serait irréalisable, inatteignable, serait un doux rêve qu'on ne pourrait en fait pas concrétiser. Ce n'est pas utopique dans le sens péjoratif d'irréaliste. En fait, c'est utopique dans un sens beaucoup plus neutre qu'on pourrait finalement considérer comme synonyme de est-ce que le Caire nous invite à recartographier autrement la société, c'est-à-dire à la redessiner autrement. Et si on veut tirer ça dans un sens un peu plus radical, ça pourrait être synonyme de le Caire est-il révolutionnaire. Alors pourquoi ce titre, pourquoi cette question d'un Caire qui viendrait nous donner les moyens de repenser la société dans son ensemble, dans sa cartographie, dans ses institutions? Eh bien parce que en fait, c'est une façon de se positionner contre une certaine compréhension du Caire qui a été et qui est toujours mobilisée et que certaines théoriciennes féministes critiquent. Au premier rang desquelles, une théoricienne dont vous avez probablement entendu parler, qui est Joanne Tronto. Joanne Tronto, je vais développer un petit peu sa pensée dans un instant, est connue pour avoir proposé de passer d'une éthique du Caire à une politique du Caire. Et dire que pour qu'il y ait une éthique du Caire, il faut d'abord qu'il y ait une politique du Caire, c'est sa thèse. Ça revient en fait à, comme je l'écris ici, sortir d'une Robinsonade du Caire. Donc je vais exposer ça dans un premier temps. Qu'est-ce que ça veut dire aborder le Caire en ne tombons pas dans une Robinsonade? Qu'est-ce que ça implique, on va dire théoriquement, ontologiquement, mais aussi du point de vue des transformations sociales et de la justice? Et qu'est-ce que ça a comme impact quand on essaye de penser le Caire en éducation? Alors c'est un peu un clin d'œil de parler de Robinsonade ici, puisque peut-être que vous le savez, mais l'un de ceux qui utilisent le qualificatif Robinsonade de façon critique, c'est Marx. Et en particulier, Marx, en parlant des Robinsonades, visait en fait les pères de l'économie classique, du type comme Adam Smith, qui avaient tendance à croire qu'on pouvait penser la société et les échanges socio-économiques à partir de deux individus, comme s'ils étaient isolés, comme si on pouvait les prendre isolément, comme deux entités qui se feraient face à face, et d'où le terme de Robinsonade. Robinson, il est isolé sur son île, et Marx dit, voilà, en fait, l'économie classique se fourvoie parce qu'elle pense les échanges socio-économiques sur ce modèle-là, alors qu'il faut les penser à une autre échelle. Et en fait, c'est un petit peu le geste que fait Joanne Tronto à propos du Caire. Joanne Tronto, à propos du Caire, dit justement, eh bien, pour bien comprendre comment fonctionne le Caire et comment éventuellement il peut devenir un projet de transformation sociale, il ne faut pas s'en tenir à une Robinsonade. Donc, je vais développer ce point-là dans un premier temps. Ce sera la première partie de mon exposé, qui revient en fait sur ce geste inaugural de Joanne Tronto, à savoir une personne prend soin d'une autre, mais ce n'est pas tout, ça ne s'arrête pas là. Voilà, c'est pas juste une personne qui prend soin d'une autre et c'est le tout du Caire. Dans un deuxième temps, je reviendrai sur ce qu'elle appelle des institutions démocratiques de Caire, qui sont des institutions qu'elle essaye d'imaginer pour que le Caire ait une place plus juste dans la société. Et donc ça suppose, en fait, qui dit institution démocratique du Caire dit imaginer un modèle de société alternatif, pas seulement changer les gens à l'échelle éthique et individuelle, mais vraiment penser d'autres institutions. Et enfin, dans un troisième temps, je reviendrai sur les réflexions sur
les façons de repenser la cartographie sociale en s'attaquant plus particulièrement à une institution qui est la famille. Et là, dans une troisième partie, j'essaierai de vous résumer les thèses en fait, des féministes qui sont des féministes pour l'abolition de la famille et en quoi, ça peut sembler paradoxal de prime abord, ces féministes pour l'abolition de la famille sont en fait des féministes qui essayent de faire en sorte que le care soit plus omniprésent dans notre société. Alors, donc, reprenons sur cette histoire de Robinsonade et de pourquoi le care ne peut pas s'en tenir à cette échelle-là où on a en fait deux personnes l'une face à l'autre. Un point sur lequel revient Joanne Tronto quand elle évoque les éthiques du care et une certaine compréhension des éthiques du care qu'elle juge fautive, c'est le fait que ces éthiques, telles qu'elles sont pensées par certaines autrices, notamment Nell Noddings, ont tendance à croire que le care se pense selon une dyade, ce qu'elle appelle une dyade. Donc vous voyez, je lis la citation à l'écran. Pourquoi est-ce qu'il me... Nell Noddings a proposé une description célèbre du care comme dyade entre quelqu'un qui pourvoit le caregiver, et quelqu'un qui reçoit le care receiver. Et pour Noddings, le care n'existe pas si la personne qui le reçoit ne le reconnaît pas. Malgré la force de l'impression que l'image du bébé dans les bras de sa mère peut faire sur notre imagination, cette image tord ce qu'est le care. Il n'existe pas de Robinsonade du care dans laquelle une personne prend soin d'une autre et c'est le tout de la situation. Donc, ce que reproche Tronto à cette conception du care, c'est de penser déjà que les relations dyadiques peuvent être prises isolément. C'est-à-dire comme si, par exemple, effectivement, que ce soit un enseignant, un formateur ou une formatrice, un médecin, un parent qui prend soin de quelqu'un d'autre, eh bien, ça pouvait s'arrêter là en termes de description. Elle dit non, en fait, ces deux personnes sont elles-mêmes prises dans des réseaux de relations, et notamment des réseaux institutionnels qu'il faut prendre en considération pour comprendre le care. Et elle dit le problème, en plus de cette image-là, où on a en fait deux personnes en face à face, avec l'une qui prend soin de l'autre, si on croit que le care c'est ça, très vite on va tomber en fait dans des calques où on croit que le modèle, le paradigme de la relation de care, c'est la relation mère-enfant. Vous voyez, c'est ce qu'elle dit, la force de l'impression que l'image du bébé dans les bras de sa mère peut faire sur notre imagination. Elle dit voilà, croire que le care c'est par excellence cette relation-là. Non seulement c'est fautif, on va dire, d'un point de vue ontologique, parce qu'on n'a jamais une seule relation entre deux personnes qui est prise isolément, mais en plus, politiquement, ça peut être problématique, parce que cette relation, elle est très asymétrique, et si on commence à vouloir l'appliquer partout dans notre société, on risque d'entériner des formes d'inégalité, d'asymétrie, d'asymétrie de pouvoir notamment, ce qui serait un problème. Donc, en fait, contre cette vision-là, ce que revendique Tronto, c'est l'idée qu'il ne faut pas simplement réfléchir au care en termes éthiques, donc au terme éthique, c'est-à-dire étymologiquement, éthique, ça vient de ethos, donc le caractère des individus, mais aussi en termes d'organisation institutionnelle, puisque nos relations interindividuelles, nos relations éthiques s'ancrent elles-mêmes dans des institutions, et ces institutions déterminent la possibilité ou non du care. Et ce qu'elle avance, c'est que si on veut que le care soit distribué plus justement dans notre société, on ne peut pas se concentrer sur le fait de transformer les gens d'un point de vue éthique. Il faut aussi s'intéresser aux institutions dans lesquelles ces gens vivent, travaillent, etc. Donc pour le dire autrement, si je devais traduire un petit peu cette idée-là dans des termes qui nous intéressent, à savoir des termes éducatifs, ça consisterait à dire croire qu'on peut donner une place plus importante au care au sein de notre société par le seul truchement d'une éducation morale au care, c'est en fait une impasse qui a tendance à individualiser le care alors qu'il doit se comprendre à d'autres échelles.
Donc, par exemple, voilà, on va dire un projet qui consisterait à dire si on apprend le care aux petits-enfants dès la maternelle, en leur donnant en cultivant chez eux tout un tas de dispositions, par exemple pour, je ne sais pas, l'empathie, le souci, etc., ça suffira à transformer notre société. À cela, Joanne Tronto, mais ce n'est pas la seule, répond mais non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas simplement en agissant sur l'intériorité et l'éthos des individus qu'on va transformer la société. Ce qu'il faut, c'est s'interroger sur comment s'organise l'école, comment s'organise la famille, comment s'organise le temps de travail, etc. Et c'est pour cette raison que Tronto a cette remarque qui, effectivement, vous vous en doutez, est déterminante dans le titre de cette conférence. Elle souligne que le fait que certaines des conceptions politiques du care les plus attrayantes soient utopiques devrait nous donner à réfléchir. C'est-à-dire qu'en fait, elle dit finalement, ce qui semble le plus radical en termes de transformation, le plus ambitieux et le plus inspirant, ce sont finalement des conceptions utopiques, au sens où ce sont des conceptions où on repense l'organisation sociale elle-même en prenant en considération le care. Et quand elle dit ça, donc elle dit ça d'une façon positive, hein, c'est pas utopique, je le répète, dans un sens péjoratif qui voudrait dire peu réaliste ou inapplicable, etc. En mettant l'accent sur l'utopie, ce que Tronto essaye de dire, c'est que finalement on peut et on devrait, si on cherche à avoir une place plus juste pour le care dans notre société, à imaginer ce que serait le travail, ce que seraient les institutions éducatives, ce que seraient les arrangements intimes entre les personnes qui rendraient davantage possible, qui donneraient davantage de temps et d'espace au care dans notre société. Et ce travail d'imagination, eh bien précisément, elle le fait. Alors elle le fait de façon très succincte et théorique, mais elle le fait tout de même. Donc elle le fait en imaginant ce qu'elle appelle des institutions démocratiques de care. Alors ces institutions démocratiques de care, vous trouvez cette description-là sur laquelle je vais me fonder maintenant dans l'ouvrage qui est tout à droite, qui s'appelle Caring Democracy. Donc c'est pas, il y en a un qui est plus connu, qui a été traduit en français, c'est Un monde vulnérable. Elle n'en parle pas dans celui-là, elle en parle dans Caring Democracy. Donc elle dit, voilà, on pourrait, essayer justement, non pas d'en rester à une éthique du care, mais de penser une politique du care, imaginer des institutions qui donneraient une place plus importante au care. Alors, comment on imagine ça ? Quel est le cadre, on va dire, politique et théorique pour penser ça ? Alors, ce qu'elle va faire d'abord, c'est qu'elle va s'inspirer de l'institution par excellence à laquelle est dévolu le care dans nos sociétés actuelles, qui est la famille. Elle va dire, voilà, effectivement, il va y avoir des traits qu'on retrouve actuellement dans la famille, qu'on retrouvera dans ces institutions-là, mais avec une différence très importante, une différence fondamentale, c'est qu'elle dit, voilà, certes, ces institutions démocratiques de care, par certains aspects, elles vont ressembler aux familles telles qu'on les connaît, sauf qu'à la différence de ces familles, elles vont intégrer un souci de justice beaucoup plus important. Puisque la perspective de Joanne Tronto sur la famille est quand même assez critique, elle est féministe, et elle considère que les familles telles qu'elles existent aujourd'hui sont des lieux, pour reprendre un peu une expression de Christine Delphi, des lieux un peu d'état d'exception vis-à-vis de la justice, c'est-à-dire que c'est des lieux qui sont quand même relativement injustes, avec de l'exploitation du travail domestique, des asymétries de pouvoir, des formes d'agisme, etc. Donc elle dit, voilà, certes, dans nos familles actuelles, il y a tout ça, mais je vais quand même retenir certains aspects de nos familles actuelles pour penser des institutions démocratiques de care. Sauf que pour rectifier, on va dire, ces défauts de nos familles existantes, je vais leur inoculer un peu plus de justice, et ça va passer par notamment
avoir une idée claire du pouvoir dans les relations de care. Donc, ce qui est voilà, ce que je disais à l'instant, hein, quand on pense par exemple à ce que certaines théoriciennes appellent la domination adulte, c'est de ça dont il s'agit, c'est-à-dire considérer que il y a des formes de care familiales, qui vont aussi avec des formes de pouvoir, de prise de pouvoir et de domination. Donc c'est avoir une perspective critique là-dessus. Deuxièmement, trouver une façon pour que le care reste pluraliste et particulariste, hein, ce qui est en fait un point fondamental de la définition du care, c'est-à-dire que le care ne prétend pas avoir des règles universelles qui s'appliquent indifféremment à tous et toutes. Et enfin, fixer des buts définis, clairs et acceptables au care. Donc, c'est-à-dire, typiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va éviter tout un discours, par exemple, qui va être, vous savez, un discours sacrificiel, comme on en trouve beaucoup dans l'idéologie familiale aujourd'hui, familialiste aujourd'hui, type une bonne mère, c'est une mère qui se sacrifie. Donc, en fait, ce qu'elle va faire, quelque part, quand elle va imaginer ces institutions démocratiques de care, Tronto, elle va faire une sorte de double mouvement. Elle va dire, voilà, on a cette institution à laquelle est le plus dévolu le care dans notre société, qui est la famille. Moi, ce que j'essaye de penser, c'est à la fois prendre des traits, des pratiques, des caractéristiques de cette famille et les désincarcérer de cette institution-là, les faire sortir pour qu'elles aient une existence en dehors de cette institution. Donc, premier mouvement. Mais un deuxième mouvement qui consiste à dire des principes de justice que, en fait, on voit en dehors de la famille, je vais essayer de les faire rentrer dans cette institution familiale. Donc, c'est pour ça double mouvement. À la fois, je fais sortir un petit peu le care de son confinement dans la famille, et en même temps, des principes de justice qu'on applique plutôt dans la sphère publique, je vais essayer de les faire rentrer dans la famille. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement? Eh bien, ça donne en fait une description, on va dire, on pourrait dire un peu utopique, qui est la suivante. Donc là, j'ai résumé les quelques pages en Caring Democracy qui sont consacrées aux institutions démocratiques de care. Donc on est dans une société, il faut imaginer qu'on est dans une société où les chances dans la vie ne sont pas limitées par le sexe, l'orientation sexuelle, la race, etc. Donc il y a quand même un enjeu de justice. Ok. Deuxième point, qui est le point le plus important pour moi aujourd'hui, sur lequel je reviendrai, on imagine des institutions où en fait les gens seraient libres de vivre avec d'autres personnes dans un arrangement intime qu'ils et elles choisiraient à partir d'un certain âge. Le travail de care serait organisé de façon à ce qu'autre chose que la famille traditionnelle soit possible. Donc là, c'est vraiment, si vous voulez, c'est une façon de recréer de la famille en dehors des liens dits du sang, en dehors de la filiation traditionnelle. C'est-à-dire, en fait, finalement, si des gens veulent faire famille sans avoir de lien de sang, sans avoir de filiation particulière, s'ils veulent se vivre ensemble ou être dans ce qu'elle appelle un arrangement intime, dont prendre soin les uns des autres, et on va rendre ça possible, et ça sera une alternative possible à la famille. Donc elle n'est pas non plus ultra radicale, hein. Elle ne dit pas il faut remplacer la famille traditionnelle par ça, elle dit autre chose que la famille traditionnelle est possible. Donc on peut laisser de la famille traditionnelle aussi. C'est pas non plus, c'est pas comme les abolitionnistes dont je vais parler dans la dernière partie, où là c'est carrément il faut exploser la famille. Jeanne Tronto, elle ne va pas jusque-là. Ensuite, autre point important, les travaux de service à la personne seraient bien payés, et ce qui permettrait d'abolir la distinction de classe entre celles qui font le travail et ceux qui en bénéficient, qui est selon Tronto le point l'enjeu à partir duquel on voit que le care est vraiment une question de rapport de pouvoir et un enjeu de justice. Hein. C'est pour ça que il y a de la conflictualité là-dessus. Elle dit c'est à ça qu'on voit qu'il y a du pouvoir dans le care, c'est que certains sont plutôt à prendre soin d'autres et d'autres à être cared for. Et ça divise la société quand même en deux. Et enfin, les institutions et pratiques sociales seraient organisées de façon à ce que les personnes vulnérables, comme celles qui sont valides, fortes et en bonne santé, puissent être soutenues. Donc on considère, là je reprends c'est une phrase qu'utilise Patricia Paperman, la vulnérabilité n'arrive pas qu'aux autres. En fait, c'est un état, c'est un trait anthropologique fondamental. Donc, ça veut dire qu'on est dans une société qui rend possible
le fait d'être soutenu dans des moments de vulnérabilité en permanence. Donc vous voyez, voilà la projection, on va dire, utopique de Tronto sur ce que seraient des institutions démocratiques de care. Alors, pour concrétiser un petit peu ça, parce que là pour l'instant ça reste quand même très abstrait et très théorique, il me semblait que c'était pas inintéressant de faire un rapprochement entre ce que Joan Tronto appelle des institutions démocratiques de care et des propositions qui ont été faites par d'autres autrices féministes, et qui sont un petit peu plus spécifiques et un petit peu plus concrètes. Alors parmi ces autrices, vous avez donc Evelyn Nakano-Glenn dans un article qui a été traduit et qui est très clair, qui s'intitule « Pour une société du care », que vous trouvez en ligne dans les cahiers du genre. Vous avez aussi le travail de l'historienne et architecte Dolores Hayden dans « The Grand Domestic Revolution », qui vient juste d'être traduit en français, qui reprend en fait, ce livre, il fait l'histoire de féministes qu'elle appelle féministes matérialistes utopistes, qui ont essayé carrément d'imaginer des villes et des bâtiments permettant le repartage de ce qu'on pourrait appeler le care, mais même plus généralement du travail domestique et du travail reproductif. Donc ça, je vais en parler dans un instant. Et enfin, une autrice connue, mais pas forcément pour ça, c'est Shulamith Firestone dans La dialectique du sexe. Alors Shulamith Firestone, elle est surtout connue pour avoir dit que les femmes seraient libres le jour où les utérus artificiels existeraient, mais elle a aussi pensé quelque chose comme des institutions démocratiques de care. Donc là, je vais vous donner quelques exemples très concrets de ce en quoi ça consisterait, parce qu'il me semble que ça prolonge pas trop mal les idées, les bases théoriques posées par Tronto il y a un instant. Alors, je commence par... Allez, on va commencer en respectant la date. Je vous lis un extrait de The Dialectic of Sex de Firestone, et vous allez voir qu'on n'est pas très loin des arrangements intimes évoqués par Tronto. Donc, elle décrit quelque chose qu'elle appelle socialisme cybernétique. Alors, ça peut faire un peu peur, mais... où des foyers alternatifs, en fait, remplaceraient les familles. Et voilà comment elle les décrit. Donc ça, c'est la projection utopique de Firestone. Pendant les quelques années de la petite enfance, nous aurons remplacé la parentalité psychologiquement destructrice, composée d'un ou deux adultes arbitraires, par une répartition de la responsabilité du bien-être physique de l'enfant entre des personnes plus nombreuses. L'enfant formerait toujours des liens d'amour intimes, mais au lieu de développer ses relations étroites avec une mère et un père donnés, il pourrait à présent le faire avec des personnes de son choix, de n'importe quel âge ou de n'importe quel sexe. Donc vous voyez, alors là on a un cran de plus en termes de radicalité par rapport à Joan Tronto, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée, je ne sais pas s'il faut encore appeler ça famille, mais d'une famille élective et plus collective, donc élective et davantage collective, dans laquelle le soin des uns des autres, et en particulier le soin aux enfants, est aussi une question de choix. Autre exemple, donc, pour rentrer dans des considérations, on va dire, encore plus concrètes, ce que décrit Dolores Hayden dans La Grande Révolution domestique. Donc, La Grande Révolution domestique porte sur des féministes du tournant 19e, 20e siècle aux États-Unis, qui ont, donc, comme je vous l'ai dit, essayé d'imaginer des bâtiments et des villes permettant la socialisation, au sens de la prise en charge collective du travail domestique. Donc en quoi ça consistait ? Eh bien, par exemple, ce que Dolores Hayden décrit, ce sont des bâtiments qu'elle appelle kitchenless houses, donc des maisons sans cuisine. Donc comment ça se présente ? Là, ça va peut-être vous rappeler un peu le socialisme utopique, Fourier, etc. On est dans des bâtiments où, en fait, il n'y a pas de cuisine individuelle. Donc, en fait, chacun a une unité d'habitation, mais sans cuisine. Et la cuisine est toujours une grande pièce collective où, en fait, chaque unité d'habitation contient une personne,
un couple, des amis, une famille, qui vont chacune leur tour venir s'occuper en fait de la nourriture de façon, on va dire, cyclique et de façon égalitaire, et où tout le monde mange ensemble tout le temps. Donc en fait, elle dit, voilà, là typiquement, c'est une utopie féministe. Pourquoi ? Parce que ça fait que le travail domestique, au lieu d'être démultiplié en des tas de petits foyers qui en plus nécessitent une consommation technologique et écologique aberrante, et bien comme c'est mis en commun, ça réduit la quantité de travail et c'est beaucoup mieux partagé. Donc plutôt que de faire chacun notre petite popote dans notre coin avec nos machines, etc., individuelles, eh bien en fait on fait tout ça en commun et ça permet un repartage plus équitable. Et en fait, ce qu'elles essayent de penser, ces féministes états-uniennes du début du XXe siècle, c'est ce principe-là, mais à l'échelle non pas seulement d'établissements, de bâtiments, pardon, mais de quartiers et de villes. C'est-à-dire, voilà, comment est-ce qu'on va organiser la ville pour que finalement on puisse faire le plus du travail dit reproductif en commun. Donc ça va passer aussi par exemple, l'organisation du lavage du linge. Essayer de retrouver des façons collectives de laver le linge. Ça va aussi passer par des formes collectives de garde d'enfants, etc. etc. Il s'avère que finalement, cet utopisme a fait long feu, notamment parce qu'il a un peu été, on va dire, rattrapé par les promesses du gain de temps, des promesses de gain de temps de la consommation technologique, en fait. C'est ce qui est un peu triste à la fin du livre, c'est qu'elle dit, finalement, il y a beaucoup de ces féministes et de leurs héritières qui ont été séduites par les nouvelles machines qui permettaient de gagner du temps sur le travail domestique et qui se sont dit que c'était ça la solution. Et en fait, voilà. Mais elle essaye Dolores Hayden, étant elle-même architecte, elle essaye aussi de remettre ça au goût du jour. Et il y a un article à elle qui a été traduit en français qui s'appelle « À quoi ressemblerait une ville non sexiste ?» que vous trouvez dans un livre qui s'intitule « La ville, quel genre ?» Et elle essaye d'imaginer un dispositif qu'elle appelle Homes, donc comme foyer, H-O-M-E-S. Et c'est une façon d'organiser des quartiers qui maximise la mise en commun et le repartage du travail domestique. Donc pour lutter à la fois contre des formes d'isolement domestique, mais aussi de démultiplication de la consommation énergétique, de démultiplication des charges domestiques, etc. Donc voilà un autre exemple, hein. Et ce que j'ai fait, c'est qu'au-dessus, j'ai mis une photo. Alors, je ne sais pas si certaines d'entre vous reconnaissent ce bâtiment, mais c'est quelque chose qui n'est pas sans lien avec cette tradition féministe utopique. C'est la maison des Baba Yaga à Montreuil. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est ce qu'on appelle une anti-maison de retraite. C'est ce que les personnes qui l'ont fondée ont appelé une anti-maison de retraite, où en fait vous avez des femmes qui ont décidé, des féministes à l'origine, de construire cette maison, cette anti-maison de retraite, pour se retrouver ensemble, s'entraider, avoir une sociabilité et décloisonner en fait leur vie en tant que femmes vieillissantes. Donc, dans l'anti-maison de retraite de la maison des Baba Yaga, typiquement, vous avez... chacune a son petit appartement, mais il y a énormément de pièces communes et d'activités communes. Et il y a notamment une université populaire qui essaye de rendre possible les partages intergénérationnels. Donc c'est pour ça que voilà, on a cette inspiration utopiste là aussi, où on essaye de faire du care à d'autres échelles. Et enfin, dernier exemple, c'est donc ce que j'en parlais tout à l'heure, c'est Evelyn Nakano-Glenn qui, dans son article pour une société du care, qui s'intitulait à l'origine Creating a Caring Society, essaye de donner des éléments, en fait, des horizons pour créer une société dans laquelle le care serait plus central et dans lequel on donnerait plus de temps et plus d'espace au care.
Donc voilà les principaux objectifs, selon elle, d'une telle société. Je vous les lis. Premièrement, le care doit être reconnu comme du vrai travail et comme une contribution au bien commun, au même titre que d'autres activités valorisées. Emploi salarié, service militaire, travaux d'intérêt général, etc. Deuxièmement, les personnes en demande de care sont reconnues comme membres à part entière de la société. Pour que ces objectifs soient atteints, il faut respecter les conditions suivantes. Premièrement, le travail de care doit être légitimé et considéré comme une responsabilité collective et publique, plutôt que comme une responsabilité familiale ou privée uniquement. Deuxièmement, l'accès au care doit être à peu près équitablement distribué et ne doit pas dépendre du statut social ou économique. Troisièmement, la responsabilité et la réalité du travail de care doivent être partagées équitablement, de manière à ce que sa charge n'incombe pas de façon disproportionnée, comme c'est le cas aujourd'hui, aux groupes désavantagés, femmes, minorités raciales et migrantes. Et pour la mise en place de ces conditions, elle propose une transformation des droits et des acquis sociaux, notamment les trois suivantes. Premièrement, la création d'un droit au care comme droit fondamental des citoyens et des citoyennes. Deuxièmement, la reconnaissance du care comme responsabilité publique et collective. Et troisièmement, la gratitude de la collectivité envers les pourvoyeuses du care qui prendraient en charge cette responsabilité au nom de la société. Donc vous voyez, là on est vraiment, c'est pour ça que je disais, on n'est plus dans une simple échelle éthique au sens de l'éthos du caractère des gens. C'est-à-dire qu'on dit, mais en fait, il ne s'agit pas juste de faire en sorte que les gens soient plus empathiques, plus soucieux, plus attentionnés, etc. Il s'agit de se demander concrètement, juridiquement, matériellement, institutionnellement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que le care ait une vraie place dans la société, et ça passe par des transformations fondamentales comme celle-là. Donc typiquement, droit au care, question de la rémunération, question de la reconnaissance du care comme vrai travail, etc. Pour vous donner un exemple très concret, ça c'est pas Evelyne Nakano-Glenn, c'est John Tronto qui en parle. John Tronto dit en fait ça va passer par des questions très pratico-pratiques et concrètes d'organisation de la société, notamment la question du temps de travail. En fait, elle dit voilà, si on donnait de la valeur à quelque chose, donc en l'occurrence au care, c'est lui accorder du temps et de l'espace. Donc si on accorde du temps et de l'espace au care, il va falloir le prendre quelque part. Et donc, selon elle, ça ne peut pas se faire sans, par exemple, réduire le temps de travail hebdomadaire. Elle dit, voilà, dans la société telle qu'elle existe, le temps de travail hebdomadaire grignote de plus en plus l'implication subjective des personnes. Pour pouvoir laisser de la place au fait de prendre soin les uns des autres, d'être un aidant, d'élever des enfants, de s'occuper des personnes vulnérables, etc., eh bien, il faudra réduire ce temps-là, tout simplement. Et ça va passer donc, par des transformations de cet ordre-là, ça va passer aussi par des transformations très concrètes, spatiales, donc j'en reparlerai après, mais par exemple, dire, voilà, dans chaque institution où il y a du travail qui est fait, il faut qu'il y ait une crèche, par exemple. Donc, dans chaque université, il faut qu'il y ait une crèche. À l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait une crèche, etc. etc. Donc, c'est des organisations comme ça qui sont nécessaires parce qu'il faut ménager du temps et de l'espace pour que le care puisse avoir sa place. Donc, vous voyez, c'est vraiment, on n'est pas dans des considérations, on va dire, morales, des considérations du type intériorité des personnes, on est dans des considérations très très concrètes d'organisation de la vie sociale. Donc troisième et dernière partie, je voudrais vous montrer, je voudrais vous parler pour finir d'un courant féministe qui date pas d'hier, mais qui a une sorte de revival depuis quelques temps, qui pousse un cran plus loin encore ces idées qu'on trouve chez Tronto, chez Nakano-Glenn, chez Hayden, qui sont les féministes en faveur de l'abolition de la famille. Alors je dis que ça date pas d'hier parce qu'effectivement, dès les féministes de la première vague, alors elles sont rares bien sûr, mais on trouve des féministes pour dire il faut en fait que le lieu dans lequel on élève les enfants, ça soit pas la famille. Il faut, par exemple, vous avez en France une féministe
néo-malthusienne qui s'appelle Madeleine Pelletier, qui dit l'élevage des enfants doit être confié à l'État et il ne doit pas y avoir de famille. Bon, donc ça remonte à loin. Dans les années 70, et notamment avec Shulamith Firestone, cette idée aussi a pu avoir des défenseuses dans les rangs féministes. Et puis, après la deuxième vague, il y a eu un peu un reflux. Notamment, alors d'après Sophie Lewis, qui est une des féministes actuelles qui défend l'abolition de la famille, notamment parce qu'il y avait un souci chez les militantes féministes pour gagner en respectabilité, et que dire on veut abolir la famille, ça faisait un peu trop peur. Donc en fait, il y a eu un discours même inverse qui a été développé, qui consistait à dire non, vous inquiétez pas, les féministes n'ont rien contre la famille, on est gentils, vous n'avez pas à avoir peur de nous. Donc elle dit voilà, pendant un moment, dans les années 80-90, il y a eu un reflux de cette pensée-là. Et là, depuis quelques années, il y a à nouveau des militantes et des théoriciennes féministes qui disent oui, et si on revenait sur cette idée parce qu'elle n'était pas si mal. Alors, il y a plusieurs écrits qu'on peut trouver, qui ont été publiés récemment. Là, j'en évoque que 3. Vous avez Abolish the Family de Sophie Lewis qui est paru en 2022. Vous avez Family Abolition, Capitalism and the Communizing of Care de Mary O'Brien qui est paru en 2023. Pour information, le livre de Sophie Lewis est en cours de traduction dans une maison d'édition française mais n'a pas été publié. Par contre, Family Abolition, lui, vient d'être traduit. Il a été traduit vraiment dans la foulée. Et il a été publié aux éditions La Tempête, si je ne me trompe pas, sous le titre Abolir la famille, capitalisme et communisation du soin. Donc traduit par Antoine Savona. Et si alors, le livre de Sophie Lewis, c'est tout petit, c'est un manifeste, il doit faire une centaine de pages. Celui de Mary O'Brien est plus épais. Mais si vous avez envie d'aller à l'essentiel, il y a ce formidable texte, parce qu'il est vraiment très très clair, très synthétique, de Cathy Weeks, qui s'appelle Abolition of the Family, the Most Infamous Feminist Proposal, qui est sorti dans Feminist Theory en 2021. Et donc, il y a effectivement ce renouveau autour de l'abolition de la famille. Alors, pourquoi ce renouveau comment expliquer qu'on ait à nouveau des voix qui se fassent entendre pour cette proposition? Et surtout, la question qui m'intéresse pour cet exposé-là, c'est comment se fait-il que cette proposition soit quasi systématiquement aujourd'hui associée à la question du care? Parce que vous le voyez dans le sous-titre de Sophie Lewis, alors on ne voit pas bien parce que j'ai coupé, mais le sous-titre c'est A Manifesto for Care and Liberation, et pour le Mary O'Brien c'est Capitalism and the Communizing of Care. En fait, à mon sens, une des raisons pour lesquelles on a ces thèses en faveur de l'abolition de la famille qui redeviennent à la mode, entre guillemets, c'est parce que ça fait suite en fait à ce que Nancy Fraser, la philosophe, a appelé la crise du capitalisme et du care. C'est-à-dire qu'on constate effectivement que les ressources allouées au care sont de plus en plus grignotées, en fait, que ce soit le temps, l'énergie, l'investissement subjectif, etc., par le capitalisme lui-même, et que donc il faut de plus en plus externaliser le care, puisque ce qui traditionnellement le prenait en charge ne parvient plus à le prendre en charge. Donc ça va passer par le fait de faire appel de plus en plus à des services à la personne, privés, privatisés, etc. Parce que les cellules familiales notamment n'ont plus le temps, les ressources, la possibilité d'assumer ce travail de care. Nancy Fraser, elle donne 2 exemples qui, selon elle, sont un peu paradigmatiques de cette crise. Il y en a 2. Le premier, c'est une publicité qu'elle décrit et qu'elle analyse pour des tire-laits qui sont spécialement conçus pour que la personne qui les utilise puisse conduire en même temps sur le chemin du travail.
Donc vous voyez, c'est que vous puissiez à la fois tourner le volant et en même temps les utiliser. Donc elle dit voilà, ça typiquement c'est voilà, la crise du Caire, concrètement c'est quoi, c'est ça, c'est-à-dire qu'on essaye de vous vendre des tire-laits où vous pouvez en même temps conduire, parce qu'il ne s'agit pas de perdre une seconde quoi. Ça, et aussi un autre exemple, c'est le fait que des grandes firmes internationales proposent à leurs employés de leur payer en fait la congélation de leurs ovocytes en échange de leur temps à certains moments de leur carrière. Donc, c'est-à-dire, alors je ne sais plus, je me demande si, parmi les entreprises, je ne sais pas si c'est Apple ou Microsoft, il y en a une des deux, c'est sûr, j'ai oublié lesquelles, mais en fait, le deal, c'est quoi? Ça consiste à dire, voilà, on a besoin des années de votre vie où vous êtes les plus énergiques, les plus fraîches, déterminées, fortes, et si vous avez un enfant pendant ces années-là, ça nous embête parce qu'on ne peut pas profiter à 100% de votre force de travail. Donc ce qu'on vous propose, c'est en fait de vous payer la congélation des ovocytes qui est très chère aux États-Unis. Et comme ça, vous retardez un petit peu le fait d'avoir des enfants. Et nous, on peut profiter en gros du temps, de votre temps entre vos 30 et 40 ans. Là où vous êtes le plus efficace, puis après à 40 ans, vous utilisez vos ovocytes congelés, et là, c'est pas grave si vous avez des enfants parce que vous êtes un peu moins utile à l'entreprise. Donc voilà, autre exemple où Nancy Fraser dit la crise du Caire, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment l'empiètement très très concret, vous le voyez, sur le temps, les ressources, sur les intérêts, la disponibilité même mentale des personnes. L'empiètement sur toutes ces ressources qui traditionnellement pouvaient être consacrées au Caire et qui de plus en plus sont entre guillemets détournées ou captées par le travail salarié. Donc en fait, cette crise du Caire, forcément les féministes s'y intéressent, et parmi celles-ci, vous avez des gens comme Sophie Lewis ou Mary O'Brien qui disent mais finalement, est-ce que l'un des problèmes de la crise du Caire, c'est pas aussi le fait que dans notre société, le Caire est privatisé. Donc privatisé dans un sens très, très spécifique, c'est-à-dire il est considéré comme étant d'abord et avant tout le travail de et dans la famille. Et la famille même peut se définir par cette caractéristique-là. Que ce soit Sophie Lewis ou Mary O'Brien, elles définissent toutes les deux la famille comme suit, c'est l'institution qui privatise le Caire. Ils disent, mais en fait, si finalement on s'attaque à cette privatisation du Caire avec le fait qu'on confine ce travail de Caire au même endroit, peut-être qu'on peut le penser de façon décloisonnée et plus omniprésent dans notre société. Donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement abolition de la famille? Donc là, je vous donne une citation de Sophie Lewis qui se trouve dans un autre ouvrage qui est sorti il y a plus longtemps, Full Surrogacy Now, qui était un ouvrage sur la GPA. Donc voilà comment elle définit l'abolition de la famille. L'expression abolition de la famille renvoie à la fin nécessairement post-capitaliste d'une contrainte dont l'effet est à double tranchant. Les bébés que nous portons sont les nôtres, seulement les nôtres, nous seuls devons les garder, nous seuls devons nous investir et nous seuls devons en faire une priorité. Et en fait, ça revient à dire, le nous seuls ici, il faut le prendre dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois dans nous seuls au sens où il y a une appropriation des bébés, justement en disant c'est à moi seul, c'est mon enfant, je me l'approprie comme une propriété, comme une chose, donc c'est ça qui est critiqué, mais pas seulement, c'est aussi l'isolement que cela induit, c'est-à-dire en fait, il faut bien voir que derrière cette critique, il y a aussi la prise en considération de la difficulté à élever des enfants en n'étant que deux, voire tout seul ou toute seule, que c'est une charge énorme, que, comme dit le proverbe, en fait, pour élever un enfant, il faut un village, et que cet isolement des familles, et en particulier des parents, est générateur de souffrance, et que c'est ça aussi qu'il faut changer.
Donc, vous voyez là, on est on va dire un cran plus loin. J'avais commencé l'exposé en vous parlant de Joan Tronto qui disait peut-être qu'à côté de la famille, il faudrait des institutions, des arrangements intimes un peu alternatifs, où les gens pourraient se regrouper de façon affinitaire, élective, avec des groupes de tailles différentes, etc. Là, avec ces féministes comme Sophie Lewis, on est dans une radicalité autre, où ça consiste à dire non, en fait, pour vraiment que le care devienne affaire collective, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'en prendre à l'institution par excellence qui le privatise, c'est laquelle? C'est la famille. Alors, donc, pour conclure, je ne sais pas du tout où j'en suis en termes de temps, si c'est OK. C'est parfait. Ouais, c'est bon. OK. Donc, je vous l'ai dit, hein, pour les abolitionnistes de la famille, les féministes abolitionnistes de la famille, l'enjeu, c'est un enjeu de déprivatisation du care, au sens où si vous vous en prenez à l'institution qui le privatise, vous allez pouvoir socialiser le care, au sens de le redistribuer, de le repartager collectivement, en faire une responsabilité collective. Ça suppose donc de transformer la société à la racine, d'où le terme radical que j'emploie depuis tout à l'heure. Et là encore, je vous ai inscrit une citation de Sophie Lewis. Pour Sophie Lewis, c'est ce qu'il y avait dans la citation précédente. De toute façon, cette question-là, elle ne peut pas aller sans une critique radicale et révolutionnaire du capitalisme. Pourquoi ? Eh bien parce que, comme elle le dit, la famille est intimement liée en fait à la façon dont le travail est organisé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle dit en fait cette privatisation du care dans la famille est précisément, soutient finalement la place qu'a le travail dans notre société, puisque nous, dans notre famille, il y a tout le travail reproductif qui est pris en charge. Et cette prise en charge, souvent gratuite dans la famille, nous permet ensuite, vu qu'on a été maintenu en vie, cared for, reproduit d'une certaine manière, ça nous permet ensuite de passer une grosse partie de notre temps disponible au travail. Donc si vous vous attaquez d'un côté, vous attaquerez forcément de l'autre. Donc la famille est la raison pour laquelle nous sommes supposés vouloir aller au travail, la raison pour laquelle nous devons aller au travail et la raison pour laquelle nous pouvons aller au travail. C'est à la racine le nom que nous utilisons pour qualifier le fait que le care est privatisé dans notre société. Il y a un dessin qui est vraiment pas mal que je voudrais peut-être vous montrer. Alors, attendez, je vais essayer de le trouver en direct. C'est une image faite par les féministes des années 70 où on voit l'idée qui est exprimée par Sophie Lewis ici est illustrée en fait sur une sorte de grand poster. Comment est-ce que je peux vous le montrer? Est-ce que là je peux aller sur internet? Oui. Tu quittes le mode. Voilà, je vais là. Je vais sur Firefox. Oui. Ah oui, donc c'est en... Ah. Voilà. Je trouve que cette image, elle est assez... elle illustre très bien la citation de Sophie Lewis. C'est parce que derrière, il y a la famille qui assure le travail reproductif. Et là, par la famille, on entend en particulier les femmes de la famille, que le capitalisme peut fonctionner, puisque c'est ce qui remet en état, c'est ce qui maintient en vie, c'est ce qui reproduit pour que derrière, la production puisse avoir lieu. Vous le voyez correctement ou pas? Ouais. Donc... Alors, ce qui moi me semble intéressant dans ce... Alors, je dis pas que... je trouve ça très stimulant, on va dire, d'un point de vue
politique et utopique cette question de la mise en question de la privatisation du care dans la famille, parce qu'il me semble qu'en fait, ce que les abolitionnistes de la famille appellent privatisation du care, donc au sens où le care est confiné à une sphère privée, c'est précisément ce qui explique une autre forme de privatisation du care, qui est cette fois le fait que le care soit de plus en plus assumé par des entreprises privées, soit de plus en plus une question lucrative et une question on va dire, qui échappe à ce qu'on pourrait appeler un service public. Et c'est pour ça que je voudrais finir sur cette image. Alors je ne sais pas si vous avez cela en Suisse, mais nous, en France, on a maintenant le service de la Poste qui nous offre un service que je trouve assez... vous voyez, comme Nancy Fraser qui parle du tire-lait ou de la congélation d'ovocytes, je trouve que ça aussi, c'est un très bel exemple, une très belle illustration de ce qu'on pourrait appeler la crise du care aujourd'hui. Donc c'est la Poste, donc la Poste, c'est les facteurs en France qui distribuent le courrier. Et ben en fait, ils ont un nouveau service qui s'appelle Veiller sur mes parents. Je vous lis parce que je ne sais pas si c'est visible. La description de Veiller sur mes parents, c'est la suivante. Avec Veiller sur mes parents, le facteur rend des visites régulières à vos parents âgés. Des passages 1, 2, 4 ou 6 fois par semaine. Un service de téléassistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir de 19,90 € par mois. Et donc voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si ce service existe aujourd'hui, c'est le résultat d'un certain nombre de choix politiques, de transformation politique et sociale. Et notamment, c'est quelque chose que je répète depuis le début, la question du temps et de l'espace alloué au care. Pourquoi on en vient à avoir une offre comme celle-là qui existe ? Eh bien parce que tout simplement, effectivement, les emplois du temps, le temps de travail salarié, etc., la reconnaissance, ou plutôt la non-reconnaissance du travail dit reproductif fait qu'il n'est plus possible pour les personnes de veiller elles-mêmes sur leurs parents, où ça devient de plus en plus compliqué. Mais par contre, elles ont peut-être les moyens financiers de le faire, si ce n'est le temps de le faire. Et aussi, quelque chose qui peut sembler anecdotique, mais qui ne l'est pas, à mon avis, c'est aussi le résultat, en fait, d'une lucratisation de quelque chose qui auparavant était, on va dire, un petit peu inscrit de façon informelle dans le lien social. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi est-ce que c'est la Poste qui a eu cette idée-là ? Parce que, en fait, traditionnellement, quand les facteurs n'étaient pas suivis par GPS et n'avaient pas des courses de courrier extrêmement chronométrées et millimétrées à faire, il n'était pas rare, notamment dans les villages, que le facteur, quand il passait déposer le courrier, il buvait un café avec une personne âgée, faisait un petit peu de discussion et puis repartait. Maintenant, avec les formes d'optimisation du temps, la privatisation aussi de la Poste, etc., tous ces bonus, tout ce temps consacré, non lucratif, consacré simplement au lien social, a été écrasé, enseveli, réduit. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a évacué ces moments gratuits de lien social ? Eh bien, une fois qu'on a fait ça, on peut en faire quelque chose de lucratif et donc le rendre payant et en faire un travail à part entière. Ce qui explique que ce soit la Poste qui ait cette idée, parce qu'en fait, effectivement, ça repose aussi sur quelque chose qui historiquement était une réalité gratuite, informelle, non lucrative. Donc voilà, la privatisation du care, c'est le confinement du care dans la famille, mais c'est aussi ça. Et c'est aussi pour ça que avoir une visée utopique pour le care, c'est véritablement essayer de penser une société où il y a du temps, de l'espace, des moyens concrets, matériels et institutionnels pour le care. Je vais m'arrêter là, je vous remercie de votre attention.